Merci. J'aimerais commencer par reconnaître que l'Université Concordia est située en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons la nation Kanien'kehá:ka, Ka, comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Tiohtià:ke. Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour les nombreuses Premières Nations. Aujourd'hui, une population autochtone diversifiée, ainsi que d'autres peuples, y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. C'est avec grande fierté que je vous souhaite la bienvenue au nom de l'Université Concordia, ainsi que du Centre d'excellence Luc Beauregard de recherche en communication. L'objectif du Centre de recherche est de renforcer les échanges entre l'industrie et les universités afin de mieux comprendre le rôle des communications dans les entreprises. C'est pourquoi nous sommes très fiers d'accueillir ce soir la Fondation pour le journalisme canadien. L'homme pour lequel le centre a été nommé, Luc Beauregard, aurait certainement cru que le sujet de la discussion de ce soir est très important. Il aurait aimé être parmi vous, ayant été journaliste lui-même avant de fonder le cabinet des relations publiques nationales. Je souligne aussi la présence de mes collègues du département de journalisme de l'Université Concordia. The department's programs are preparing the next generation of journalists for the future world of news. Discussions like tonight's event help our students develop into the kinds of professionals capable of leading journalism in new directions. À l'École de gestion John Molson, nous formons plus de 9000 étudiants chaque année. Nous avons à cœur d'offrir à nos étudiants des expériences d'apprentissage transformatrices et durables. Nous avons aussi la responsabilité de préparer la prochaine génération de gestionnaires et de leaders afin qu'ils contribuent de façon responsable et éthique à notre société. L'événement de ce soir est un exemple concret de notre engagement envers la communauté d'affaires du Québec. Et maintenant, j'ai l'honneur de vous présenter M. Michel Cormier. En 25 ans de journalisme, Michel Cormier a occupé plusieurs fonctions tant au Canada qu'à l'étranger. Il a été journaliste à Radio-Canada Atlantique, reporter à Montréal, correspondant à Ottawa, ainsi que chef de bureau à Radio-Canada à l'Assemblée nationale à Québec. De 2000 à 2011, il a assumé les fonctions de correspondant de CBC Radio-Canada à Moscou, Paris et Pékin. En juin 2011, il devient le directeur de Radio-Canada Acadie. Il s'est distingué à maintes reprises, notamment en recevant les prix Annick et Judith Jasmin. Il est auteur de 4 livres et finaliste au prix du gouverneur général du Canada. Il détient un baccalauréat en journalisme de l'Université Carleton, pas Concordia, mais quand même, ainsi qu'une maîtrise en sciences politiques de l'Université Laval. Présentement, il est le directeur général de l'information de Radio-Canada. Il est également membre du conseil de la Fondation pour le journalisme canadien. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir M. Michel Cormier. Merci. Alors bonjour, écoutez, on est ravis de vous voir aussi nombreux ici ce soir. La Fondation pour le journalisme est un organisme qui favorise la réflexion, l'étude, l'avancement du journalisme et de la démocratie. Et c'est notre premier grand événement à Montréal. On a beaucoup d'événements à Toronto, à Ottawa. Donc, on veut vraiment faire une percée dans le monde francophone et on est très heureux de vous voir ici ce soir. Alors, c'est le premier, premier événement. Et pour cette occasion, on a décidé de se pencher sur la question de l'avenir économique des médias francophones. C'était quand même un sujet fort important, surtout avec ce qui va se passer à Ottawa demain avec l'annonce de Mme Joly sur un peu l'avenir de l'environnement culturel canadien. Alors, on a aussi voulu, par cet événement où on a invité beaucoup d'universitaires, merci d'être là tout le monde, des journalistes, des associations de journalisme, le grand public, des gens aussi de la communauté d'affaires.
on veut élargir aussi la discussion sur l'avenir des médias et de la démocratie au-delà de nos groupes respectifs, parce qu'on pense que l'affaire de l'avenir du journalisme et de la démocratie, c'est l'affaire de toute la société civile. Et si on peut augmenter le dialogue entre tous les partenaires qui sont dans cette merveilleuse industrie, mais on pense que ce sera peut-être plus facile aussi d'avancer. Alors écoutez, j'ai une autre petite annonce à faire ce soir qui concerne aussi la démocratie, parce que la Fondation pour le journalisme s'associe à Google et aussi à un groupe qui s'appelle Civics, qui est un groupe qui fait de la littératie dans les écoles. Alors Google va financer pour 500 000 $ un projet de littératie démocratique dans les écoles du Canada. Donc, on veut toucher 1,5 million d'élèves de 9 à 19 ans. La façon dont ça va fonctionner, c'est que lors des élections, les premières en Ontario, il y a celle du Québec qui s'en viennent, la grande élection fédérale, évidemment, dans 2 ans, eh bien, on va faire des formations auprès des jeunes pour savoir comment s'informer. Et le but de ça, évidemment, on pense que c'est une des bonnes façons de combattre les fausses nouvelles et la désinformation qui est si répandue en raison des médias sociaux. Alors, une petite note, il y a eu quand même pas mal de réactions aujourd'hui sur le fait que notre panel de ce soir, qu'on va vous présenter sous peu, n'avait pas toute la diversité peut-être qu'on aurait pu avoir. Je veux vous assurer que la Fondation est engagée dans la présentation de la diversité. Mais ce soir, on a un panel quand même des grands patrons de presse du Québec. Alors, ce sont des hommes blancs d'un certain âge. Mais ce sont les gens qui font les décisions. Alors, vous nous pardonnerez, j'espère, ce manquement peut-être de diversité, mais je crois que la discussion va être très, très intéressante, surtout du fait que je pense que c'est la première fois qu'on voit tout ce monde-là sur une même scène. Et pour animer ce panel, je vous présente tout de suite Gérald Filion, animateur de RDI Économie, qui est vraiment un des plus grands journalistes économiques au Québec et des plus crédibles aussi. Alors, Gérald saura sûrement faire de cette soirée un succès. Gérald, je t'en prie. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup, Michel. Je ne fais pas partie des hommes blancs d'un certain âge. Ils sont là-bas. Je fais partie des hommes blancs d'un jeune âge encore, j'ose l'espérer. Et vous avez traversé la tempête, si je ne me trompe pas. Hein? Il pleut encore? Non? OK, c'est correct. C'est parce qu'ici, on est comme dans le 3e sous-sol, donc on ne sait pas si Montréal a survécu au front froid qui vient de s'abattre. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Merci Michel Cormier pour la confiance. Et ça me fait vraiment plaisir d'être ici ce soir pour présenter et pour modérer en fait cette discussion parce qu'effectivement, c'est l'avenir économique des médias d'information dont il est question. Alors, merci Michel. Je remercie ma collègue Louise Brassard également qui m'a aidé à préparer cette conférence ce soir. Et je vais vous présenter tout de suite les invités pour qu'on les entende rapidement et pour que vous ayez du temps également pour poser des questions à la fin de cette rencontre. Premier invité, Michel Bissonnette, vice-président des services français de Radio-Canada depuis le 9 janvier, 25 ans d'expérience dans le monde des médias, de la production surtout, producteur de grands succès comme Minuit le soir, Infoman, Le Grand Blond avec un show sournois et Bunker le cirque, qui est un succès. C'est une description assez courte parce que vraiment, Michel, beaucoup de production au cours de ta carrière. Guy Crevier, éditeur de la presse depuis 2000, qui a piloté la transition vers le virage numérique de la Presse Plus, qui a été lancé en avril 2013. Et c'est lui également qui a orchestré la stratégie de sortie du papier qui va culminer, je vous le rappelle, le 1er janvier prochain par l'abandon complet du papier le samedi à la presse. Guy Crevier a aussi dirigé Motion Internationale, TVA et Vidéotron dans le passé. Brian Miles, journaliste, directeur du quotidien Le Devoir depuis le 8 février 2016. Qui a clairement dit à son arrivée « Je ne reviens pas pour accompagner le Devoir dans sa décroissance. Le Devoir ne disparaîtra pas. Le Devoir, le jour où il disparaît, ça voudrait dire que la nation francophone d'Amérique du Nord a prononcé son dernier mot. »
C'est pas pire quand même comme engagement. Brian Mize est arrivé au Devoir en 1994 et a aussi été président de la Fédération des journalistes du Québec de 2009 à 2013. Alexandre Taillefer, entrepreneur, investisseur, propriétaire du Voir et de l'Actualité notamment. Président de Montréal Métropole culturelle et du Musée d'art contemporain. Je pense qu'on s'intéresse surtout à la partie médias, culture d'Alexandre Taillefer ici ce soir, parce qu'il y a d'autres facettes du personnage dont on pourrait discuter, mais c'est pas ici qu'on va faire le procès de Théo ce soir ou discuter d'Hubert ou quoi que ce soit. Merci Gérald. Il arrive, Alexandre Taillefer, avec l'intention de rentabiliser l'actualité et le Voir, de relancer également ses magazines et avec une qualité de contenu, une qualité de contenant que vous avez peut-être remarqué également. Et avec un modèle de marketing pour rentabiliser ses publications. Il va nous expliquer tout cela. Et oui, il y a une femme sur notre panel. Colette Brun, directrice du Centre d'études sur les médias de l'Université Laval. Colette Brun étudie les pratiques journalistiques, la convergence des salles de rédaction. Elle s'est beaucoup intéressée particulièrement à l'information locale et régionale. Colette Brun a dirigé plusieurs ouvrages aussi sur le journalisme et a contribué au rapport Le Miroir éclaté et elle a participé donc à la rédaction du Miroir éclaté. Alors, on va parler de l'avenir des médias d'information. Les médias d'information souffrent et les salles de rédaction se vident toutes les semaines, ou à peu près. On a des journalistes que nous connaissons dans le milieu, qui quittent le milieu et qui vont très souvent travailler en relations publiques, chez National notamment. Et depuis 2010, un emploi sur 3 a disparu dans les médias d'information au Canada. Et depuis 2001, aux États-Unis, c'est un emploi sur 2 qui a disparu parmi les effectifs des papiers journaux, des magazines papier et chez les éditeurs de livres. Et vous le savez, la révolution est venue par le web, par le numérique. Le modèle d'affaires ne tient plus, les médias doivent s'ajuster. Et donc, tous ces gens-là cherchent des solutions à tous les jours pour maintenir, pour retrouver aussi, dans certains cas, l'intérêt du public. La crise est majeure dans le papier, elle l'est tout autant dans les médias électroniques. Vous allez voir dans le graphique, la part de marché publicitaire au Canada est passée, regardez ça, de 10 à 37 % sur l'Internet de 2006 à 2015. Pendant ce temps, la télévision a glissé un petit peu et la part de quotidien a chuté de 26 à 12 %. Ce graphique tiré du Miroir éclaté, je pense, est assez clair. On aime ça des graphiques clairs et celui-là, il démontre clairement une tendance. C'est une crise, bien sûr, qui est amplifiée par la baisse de confiance de la population envers toutes les institutions démocratiques, dont les médias font partie. La désinformation a trouvé un terreau fertile sur Internet et dans les médias sociaux. Les médias sont montrés du doigt comme étant complices des élites, des politiques qui ont fait prospérer un modèle économique qui favorise les inégalités et qui provoque des exclus. Et les Stephen Bannon de ce monde, qui était jusqu'à tout récemment conseiller du président Trump, fondateur du site de fausses nouvelles Breitbart News aux États-Unis, les Stephen Bannon de ce monde produisent des contenus qui ne coûtent pas grand-chose, qui ne valent pas grand-chose non plus, mais c'est avec ces contenus qu'ils manipulent la détresse, la colère, la frustration des masses. Chez nous, le baromètre de confiance d'Edelman 2017 est à son plus bas en 5 ans. 45 % des Canadiens disent faire confiance aux médias. C'est quand même une baisse de 10 points par rapport à 2016. Les médias d'information se battent donc pour trouver un modèle qui marche, qui fonctionne, et doivent lutter également en même temps contre la désinformation. Alors, comment faire pour maintenir une presse forte, crédible, en bonne santé financière, qui éclaire les débats démocratiques? Quelles sont les solutions? Qu'est-ce qui peut marcher? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Quel est le rôle des entreprises privées et des gouvernements et de Radio-Canada, société publique? Peu importe la plateforme, comment peut-on continuer de rapporter, de livrer une information de qualité? Alors, discussion tout de suite avec nos invités ce soir, avec qui on va tenter d'aborder
M'entendez-vous? Oui, vous m'entendez. Parfait. C'est parce que j'avais 2 micros. Voici le bon. De mieux comprendre. Puis je vais commencer avec Colette Brun, si vous le voulez bien. Colette, pourquoi nous en sommes là présentement? On parle beaucoup de Facebook, de Google, de la révolution numérique, mais de ces 2 entreprises-là particulièrement qui dominent le marché de la distribution de la publicité. Pourquoi on en est là aujourd'hui, selon votre analyse? Oui, bien, Facebook et Google, on peut dire que c'est plutôt des symptômes que des causes, mais c'est des symptômes qui prennent énormément de place dans le marché médiatique. On dit le marché publicitaire, on dit qu'au Canada, ils ont à peu près 2 $ sur 3 de la publicité numérique qui va à ces 2 entreprises-là. Ouais. Donc, cet argent-là, c'est de l'argent qui, autrefois, allait dans les médias traditionnels. Donc, le déclin de la publicité traditionnelle ça s'est déplacé, comme sur Internet, comme vous l'avez montré, mais beaucoup auprès de ces 2 grands joueurs. Donc, on focalise beaucoup sur la place de ces deux entreprises-là, qui sont devenues aussi des espèces de partenaires obligés pour les médias. Mais ils ne sont pas nécessairement à armes égales là, quand il s'agit de négocier la part des revenus des uns et des autres. Parce qu'ils diffusent beaucoup de contenu sans nécessairement en produire beaucoup. Ils captent l'attention du public, ce sont des passages obligés pour nous tous, où on est tous les jours sur Google, sur Facebook, on essaie d'être là le moins possible, mais on passe du temps, c'est des ressources, c'est devenu des ressources fondamentales dans l'espace numérique. Mais le problème de l'information, c'est principalement un problème de financement, aussi de crédibilité, comme vous l'avez dit, mais je dirais que quand on se compare, on peut se consoler aussi. Aux États-Unis, où il y a eu le fameux Trump Bump, là, après l'élection de Trump, les abonnements aux journaux ont augmenté, la confiance dans les médias a augmenté, mais ils sont encore beaucoup plus bas que nous. Et à l'échelle internationale, on est encore dans les pays où la confiance envers les médias, les journalistes est parmi les plus élevées. Je vais entendre Guy Crevier et Brian Miles sur le modèle d'affaires. D'abord, Guy Crevier, modèle donc de la tablette développé, modèle de gratuité qui repose beaucoup sur la publicité et on a laissé le papier pour aller donc tout au numérique. Pourquoi vous pensez que ça, c'est le bon modèle à développer dans le contexte actuel? Je pense que le modèle d'avenir est un modèle relativement simple. Il faut avoir des plateformes qui sont performantes, capables de démontrer l'efficacité des plateformes d'une part, et aussi de rejoindre des masses. Donc, c'est pour ça qu'on est allé vers un modèle. Le modèle. Le son, il faut monter un peu le volume et rapprocher le micro et recommencer. Je pense que la solution est une solution qui est fort simple. Prends le micro. Est-ce qu'il y a un autre microphone à côté qu'on peut utiliser? Là. Bon. Bougez pas. Je m'occupe de tout. Restez là. Tout va bien. C'est ça. Ça, c'est le micro. Je pense que la solution, c'est... Il n'y a pas de solution. La solution, c'est un micro. C'est insoluble. Je pense que... Brian Miles. Oui. Brian Miles. Comme disait Guy Crevier, il faut avoir des plateformes performantes, fluides. Le devoir ne rejoint pas des masses. Mais on n'est pas sur le même modèle. Attendez, Brian. Guy, faites un test de son. Oui. Bon. Wow, formidable. Formidable. Je peux me rasseoir. Allez-y. Bon, je pense que le modèle est un modèle fort simple pour nous. En tout cas, on a bien exploité la tablette. Il s'agit d'avoir une plateforme performante, d'être capable d'en démontrer l'efficacité aux annonceurs. Et aussi d'avoir ce que j'appelle une plateforme publicitaire simple qui permet aux gens de bâtir des annonces, aux annonceurs de bâtir des annonces avec une grande simplicité. Aussi, ce que dans les faits, Google et Facebook ont réussi à atteindre. Le problème de ça, c'est que c'est un coût de transformation qui est élevé. Et quand on est une industrie en crise, parce que l'industrie des médias est vraiment en crise au Canada, c'est difficile de financer un coût de transformation. Moi, ce qui me fascine aujourd'hui, c'est que nos gouvernements, je vous donne un exemple, on fait une contribution, les médias dans leur ensemble font une contribution fantastique dans la société canadienne et québécoise. C'est défense d'entrepreneurship, défense de la culture française, journalisme d'enquête et tout ça. On fait une contribution historique de longue date, et on est incapable d'attirer l'attention des gouvernements pour financer cette transformation-là. L'exemple des médias écrits, on ne demande même pas des subventions, on demande juste
un fonds pour transformer. À côté de ça, prenez l'exemple d'Ubisoft, qui me fascine. Et ce n'est pas de l'argent pour transformation qu'ils ont. Ils ont des centaines de millions de dollars pour payer leur opération d'une compagnie publique qui verse des dividendes à des actionnaires et dont les propriétés intellectuelles s'en vont en Europe. Donc, je trouve qu'il y a un débalancement. On dirait que la crise des médias aujourd'hui, et les médias sont les garants de la démocratie. Moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout la démocratie. Je passe mon temps à dire à mes enfants comment ils sont chanceux d'être nés dans un pays où il y a une démocratie, ils ont des droits. Oui. Je pense que la démocratie est beaucoup soutenue par nos médias. Et c'est important dans le temps qu'on s'y attache, qu'on s'y occupe et qu'on trouve des solutions. Brian Miles, votre modèle repose davantage sur les abonnements. Un peu moins sur la publicité, mais davantage sur les abonnements. Le papier existe, le virage numérique est là. Et donc, il y a quand même une différence là, assez notable avec le modèle qui est développé en ce moment par la presse. Pourquoi vous êtes d'avis, puis je sais qu'on va arriver au soutien de l'État également, avec tout le travail qui est fait par Groupe Capital Média, puis Le Devoir, TC Média également, qui demande un soutien de l'État. Mais pourquoi vous pensez que votre modèle, abonnement papier numérique, est le bon? Mais d'abord, je dois dire que je rejoins Guy entièrement sur la nécessité pour l'État d'intervenir et de soutenir le journalisme au Québec et au Canada. C'est un enjeu démocratique, mais de diversité des voix également. Et il ne faut pas se leurrer. En ce moment, là, 2 $ sur 3 en publicité numérique va chez Google et Facebook. Et ce que vous voyez comme graphique, ça donne des résultats tangibles. Au Québec, sur 10 ans, les budgets qui étaient consacrés à l'imprimé, les budgets publicitaires de l'État québécois, sont passés de 28 millions à 7 millions. Total. Le numérique est passé de 5 à 15 millions. Et je peux vous dire que l'argent du numérique n'est pas chez nous. On ne le voit pas, malgré tous les efforts qu'on fait pour avoir des plateformes fluides et performantes. Tous autant que nous sommes, le revenu numérique est faible. Le New York Times, avec tout ce qu'il a déployé, la publicité numérique accapare à peine 10 % de ses revenus totaux. Alors, pour Le Devoir, c'est clair que la solution pour l'avenir, ça passe contrairement au modèle de la presse. Pour nous, c'est le modèle des abonnements. C'est le modèle du New York Times et du Washington Post et de d'autres qui ont décidé de mettre un mur payant et d'essayer de faire des incitatifs à l'abonnement. Et je peux vous dire qu'en ce moment, Le Devoir tire 2 tiers de ses revenus des abonnements, numériques et papier. Et si on ajoute la philanthropie, on arrive presque à 7 $ sur 10 au Devoir qui vient sous une forme ou une autre du public. Ça nous permet d'arriver avec une situation, je dirais, un petit peu moins difficile. Le Devoir a peu de moyens. Notre actif n'est pas très élevé, mais on a préservé 92 % de nos recettes par rapport au niveau de 2011. Et c'est dans le rapport du miroir éclaté. Et qui viennent essentiellement des abonnements? C'est l'abonnement, c'est la philanthropie, c'est le soutien. Le Devoir existe pour son public. Et nous, on fait le pari que l'information de qualité, l'information nichée, ce que l'on cherche à donner, au fond, c'est une information pour laquelle il y aura un marché payant. Et on fait le pari que nos lecteurs vont nous suivre là-dedans. Et jusqu'à maintenant, ils ont suivi. On va y venir au payant, au pas payant, puis la gratuité, puis la valeur de l'information. Alexandre Taillefer, on entend abonnement, on entend gratuité et développement et transformation et tout au numérique. Vous, avec l'actualité et le voir, tout le monde vous regarde en disant « Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Alexandre Taillefer? » Il transforme ses publications, qui sont devenues des publications très intéressantes à consulter, à lire, à regarder. Et c'est un modèle qui repose beaucoup sur le marketing. Vous l'avez souvent expliqué. Expliquez-nous. Écoutez, quand on regarde aujourd'hui les audiences, on a en fait 2 modèles. On a un modèle complètement gratuit avec Voir, puis on a un modèle par abonnement avec l'actualité. Je pense que c'est important de comprendre que dans le cas de Voir, c'est une publication qui, dans les meilleures années, a généré 25 millions de dollars de revenus, qui en fait aujourd'hui en bas de 5 millions. Et dans le cas de l'actualité, c'est une publication qui a déjà fait plus de 30 millions de dollars de revenus et qui en fait en bas de 5 millions aussi aujourd'hui. Quand on regarde par contre les audiences, l'audience a à peine diminué. Oui, il y a eu un déplacement d'abonnements papier vers le numérique, mais quand on regarde le nombre de lecteurs chez les 2 publications, on a un nombre de lecteurs qui est à peu près stable par rapport à ce qu'il y avait il y a une dizaine d'années. Ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est essentiellement, Guy faisait référence à l'aspect efficacité de la publicité.
les Google et Facebook ont été très bons à quantifier le volume de personnes qui viennent nous voir, à nous mettre en place des modèles de conversion. Il y a tant de clics, il y a tant de personnes qui viennent et c'est très simple pour des annonceurs, après ça, de pouvoir faire un rapport mensuel, aller présenter ça à leurs clients et dire il y a 1,8 million de personnes qui ont cliqué sur votre texte et tout le monde est emballé. C'est fantastique. 1,8 million. Je vais avoir mon bonus cette année. Et donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est de dire... de marketing, votre modèle marketing. Donc... J'y arrivais, Gérald Filion. On n'est pas à la télé avec 6 minutes 30 d'entrevue. On a du temps, hein, c'est ça? Essentiellement, notre pari aujourd'hui, c'est de dire que notre audience n'a pas diminué. La qualité de la relation que nous entretenons, comme celle que Radio-Canada, que la presse ou que Le Devoir entretiennent avec leur audience, n'a pas diminué. Et cette relation-là, qui est extraordinaire, qui existe depuis de nombreuses années, peut être monétisée parce que la confiance est là et parce que les relations entre un média et une audience ne sont pas toutes nées égales. Et notre pari aujourd'hui, c'est de dire que nous devons monétiser notre propre audience. C'est-à-dire? De diminuer la dépendance que nous avons envers des annonceurs. De diminuer aujourd'hui le fait que notre financement va provenir d'annonceurs qui vont changer d'idée dans 4 ans parce que va arriver une nouvelle stratégie, puis ils vont réussir à vendre une nouvelle façon de parler aux annonceurs. De là, La boutique voir qui semble simplette comme ça à la base, c'est quoi? C'est une monétisation de l'audience. On appelle ça le trip à 3 en médias. C'est de prendre un annonceur qui paie avec des bons d'achat et on vend les bons d'achat à notre lectorat. Le lectorat va après ça aller acheter en boutique. Et cette relation-là, aujourd'hui, c'est le premier pas vers une relation de monétisation de nos audiences, inspirée, je le dis, Gérald, inspirée par Jessica. Parce que s'il y a un groupe aujourd'hui qui a fait un travail formidable au niveau de la monétisation de l'audience, c'est Jessica, avec, bien entendu, c'est fantastique, avec la Presse Plus, avec le tablette, mais avec du Proprio. Du Proprio, c'est le modèle le plus inspirant que j'ai vu en médias dans les dernières années. Ils ont réussi à prendre de l'inventaire invendu et à devenir un joueur majeur dans la revente d'immeubles secondaires, de la revente d'immeubles sans intermédiaire. Et vous avez vendu cette propriété-là 50 millions de dollars à Page Jaune. Si vous aviez pris la valeur de l'inventaire et vous l'aviez payé plein prix, vous auriez obtenu quoi? 5-6 millions? Et vous avez vendu cette marque-là que vous avez créée avec votre audience 50 millions de dollars. Ça, c'est du génie. Et nous, on est inspirés par le génie québécois. Alors, Michel Bissonnette, après ça, il faut aussi le rôle de Radio-Canada dans tout ça, parce que, bon, on a des médias imprimés, mais on a en fait des médias d'information, et Radio-Canada se trouve dans ce marché-là de concurrence, bien sûr, en concurrence. Radio-Canada a un rôle, a un soutien public et aussi présent en publicité, et la proposition de Radio-Canada, c'est de se retirer du marché publicitaire, 250 millions de dollars qui seraient laissés au secteur privé. Pourquoi Radio-Canada voudrait faire ça? Quel est le rôle de Radio-Canada dans cet univers en transformation des médias d'information? Bien, avant de rentrer sur le retrait de la publicité, comme vous le savez, ou du moins si vous ne le savez pas, on va s'en parler demain, il y a quand même au niveau de Radio-Canada 60 % de nos revenus qui viennent de la subvention du gouvernement et 40 % de nos revenus qui viennent des revenus commerciaux d'abonnement ou de publicité. Je le savais. C'est bon. Merci. Et on se retrouve, c'est un immense privilège de notre côté parce qu'on a 2 sources de financement qui nous permettent d'avoir une certaine forme de stabilité, mais les revenus commerciaux, comme tous les autres joueurs, sont en baisse croissante, constante plutôt, année après année, et c'est une réalité avec laquelle on doit faire face, et s'ajoute avec l'arrivée de la subvention une obligation où on doit être en télévision, en radio et en numérique, et on doit produire tous les matins 20 versions de bulletins d'émissions de radio. En fin de journée, le même nombre d'émissions de retour à la maison. On doit être présent dans des centres de production partout à grandeur du pays. Donc, il y a des attentes que les Canadiens ont pour pouvoir avoir de l'information en français partout au pays. L'image que j'utilise souvent, c'est qu'on se retrouve où est-ce que
le Canada a été pendant des années une sorte de village d'Astérix. On avait d'une part, les investissements des annonceurs restaient à l'intérieur du Canada et le contenu qu'on diffusait était réglementé par le CRTC, donc c'était uniquement des joueurs canadiens. Donc on jouait dans un environnement qui était sécurisant, fermé, où on était à l'abri des méchants romains. On se retrouve où est-ce que présentement les revenus publicitaires fuient le pays et où les joueurs internationaux amènent du contenu. Donc inévitablement, tout le modèle est en train de changer. Donc on voit, nous, d'un environnement où est-ce qu'on était tous des concurrents entre nous, on a un besoin que chacun des joueurs francophones aille bien, parce que s'il y en a un dans le groupe qui commence à moins bien aller, c'est toute la démocratie puis l'offre de services ou de contenu francophone qui va être menacée. Et en ce sens-là, je vois Radio-Canada pouvoir jouer un rôle pour pouvoir contribuer, soit sous forme de partage de contenu ou de certaines formes de partenariat, mais le diffuseur public doit obligatoirement être présent pour pouvoir aider les autres joueurs dans l'industrie, parce que c'est la diversité des voix qui fait la force d'une société. Guy Crevier? Ouais, moi, je voulais juste faire une nuance entre le modèle payant et le modèle gratuit. Okay? Premièrement, j'ai beaucoup d'admiration, moi, pour ce que le Devoir fait. C'est un média de niche qui fait une contribution extraordinaire en termes d'idées. Tous vos dossiers sur l'environnement depuis des années, c'est fantastique. Puis tu sais, Alexandre, ce que tu fais également avec de relever le défi avec l'actualité, moi, j'admire tout ça, mais il en demeure pas moins. Et Radio-Canada. Je vais te revenir avec Radio-Canada tantôt. Mais moi, ce qui m'apparaît évident, c'est qu'un modèle payant conduit inévitablement à un média de niche. Okay? Et le seul média de masse qui est capable d'avoir un modèle payant, c'est le Financial Times, c'est le New York Times, qui ont des contenus hyper spécialisés et qui s'adressent à des grandes masses de population. Nous, ce qu'on cherche moi, ce que je cherche à faire, ma plus grande fierté, c'est de tenter de soutenir une salle d'information d'au moins 200 personnes. Okay? Puis pourquoi 200 personnes? Je vous donne un exemple. Vous êtes à combien là, d'employés? On est 220, 200. Nous, on est plus d'employés aujourd'hui dans la salle de rédaction qu'on était à la fin du papier. Donc, on est à 200, 240, 225, 200. Parlez plus proche. Excusez-moi, 225 employés. Maintenant, puis le média de masse et les grandes salles de nouvelles, c'est hyper important dans une société. Je vous donne un exemple. Okay? La commission Charbonneau, quand on regarde comment l'industrie de la construction chez nous, comment l'argent des contribuables a servi à enrichir des gens, à créer des faux besoins, des autoroutes mal bâties, tout ça, c'est un véritable scandale. N'eût été de Radio-Canada avec l'émission d'enquête et n'eût été de la presse. Okay. Il n'y aurait pas eu de commission Charbonneau. Mais comment M. Crevier, on peut maintenir un modèle quand même de gratuité, comme vous l'expliquez, quand les 2 tiers de la publicité aujourd'hui sont détenus sur le web par Facebook et Google? Ouais, mais Quel est l'avenir de la modèle? Juste terminer sur l'histoire de la commission Charbonneau. Nous, à la presse, là, c'est parce que le temps file. Je vais aller rapidement, mais nous, à la presse, je vous donne un exemple. Il y a des gens qui ont travaillé pendant une année sans presque publier aucun texte, uniquement pour fouiller le dossier, tout ça. Donc, le journaliste d'enquête est quelque chose d'important. Et pour faire ça, ça prend des ressources, ça prend des moyens. Maintenant, à votre question, moi, je reviens à la même réponse que tantôt. T'sais, moi, je pense qu'on est capable. Moi, mon objectif n'est pas de compétitionner Facebook et d'aller sur le territoire Google, mais je suis capable d'avoir un média de masse. On est capable d'avoir un média de masse ici au Québec, okay, efficace, si on a l'argent pour se transformer. Il s'agit de bâtir des plateformes pour le téléphone mobile. Ouais. Pourquoi? Parce que le téléphone mobile, il y a 5 ans, c'était 1 heure de consommation par jour. C'est 3 heures de consommation par jour aujourd'hui. Madame Brin, vous en pensez quoi de ce phénomène de gratuité, de murs payants, payer l'information? Bien, de ce que nous disent nos données sur non seulement les comportements, mais les attitudes des consommateurs au Canada, francophones et anglophones d'ailleurs, c'est un des marchés où les gens sont les moins disposés à payer pour l'information en ligne. Pour les contenus sur les plateformes traditionnelles, c'est peut-être un peu différent sur le papier, mais les gens sont pas... Il n'y a pas nécessairement un gros potentiel de croissance de ce côté-là. Par contre, pour un média plus niché, un média vraiment de référence, je pense qu'il y a il y a quand même un public pour ça, mais je ne pense pas que ça peut être le modèle général. Donc, le succès du Devoir sur ce modèle-là est peut-être plus une exception, et on le souhaite aussi à l'actualité. C'est peut-être plus une exception que la règle. En ce qui concerne le financement plus généralement, là, parce qu'on parle de Facebook et Google, est-ce qu'il faut, dans le fond, les taxer? Hein? C'est une des questions qu'on se posait. C'est sûr qu'il y a un problème d'inéquité. Hein? C'est des entreprises qui ramassent des revenus publicitaires, des revenus importants et qui ne contribuent pas à notre société.
Donc, une des recommandations du miroir éclaté, c'était en fait de taxer les achats publicitaires sur les plateformes étrangères qui ne contribuaient pas, ce qui est en fait la même règle qui existe pour l'imprimé et la télévision. Donc, c'est une question d'équité fiscale élémentaire. Je pense que c'est une proposition qui a été assez bien reçue par le milieu et de manière générale, peut-être pas par la ministre, enfin on va l'entendre demain, mais il ne semble pas y avoir de volonté politique pour mettre en place ce genre de système-là. Je peux vous dire que Mme Joly, et on l'a sorti ce soir à CBC Radio-Canada, Mme Joly annonce demain une entente avec Netflix de 500 millions sur 5 ans d'investissement dans la production canadienne et non pas... en fait, le gouvernement ne va pas faire en sorte que Netflix va obligatoirement percevoir la TVQ et la TPS. Il n'y aura pas de redevance en particulier. C'est une entente bilatérale en quelque sorte. Alors, on imagine que dans le contexte des médias, ça va être à peu près la même chose, que l'objectif du gouvernement n'est pas d'aller chercher une taxation particulière sur la publicité, je pense. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Alexandre Taillefer. Il ne semble pas y avoir d'appétit à Patrimoine Canada pour corriger le problème d'inéquité fiscale que l'industrie des médias dénonce à l'unisson. Vous savez, là, bon, Michel, tu pourrais te positionner là-dessus de par ton rôle, mais Guy, moi-même, Martin Cochon, même Pierre-Carl Pellado, on a tous eu des positions similaires autour de ça. Mais l'appétit n'est pas là. Et pour le gouvernement Trudeau, n'importe quelle forme d'intervention pour amener l'équité, c'est assimilé à une augmentation du fardeau de taxes pour les contribuables canadiens dont on veut réduire la facture globale pour le bénéfice de la classe moyenne. C'est ce qu'on nous sert comme explication. Alors, on a beaucoup de chemin à faire pour les convaincre de l'utilité de notre industrie, de sa pertinence, pas juste pour le tissu démocratique, mais comme industrie à sa face même. Là, les médias que l'on dit imprimés au Québec, c'est 81 millions de dollars de retombées fiscales. C'est des emplois, c'est des familles. C'est ce qui tient la société québécoise debout. On ne peut pas se passer de ça. Je pense qu'à Ottawa, il va falloir qu'il accélère un petit peu la réflexion pour répondre aux préoccupations, comme le ministre Fortin le fait au Québec. Le ministre Fortin, c'est pas parfait son programme, là. Il y a 24 millions d'un côté, 12 millions de l'autre. C'est qualifié un peu de saupoudrage parce que c'est sur 5 ans pour l'ensemble des joueurs. Mais au moins, il a fait un pas. C'est le premier ministre de la culture au Québec à reconnaître que oui, il faut soutenir les médias québécois et que les médias sont un maillon important entre les créateurs et leur public. Alors nous, on veut construire là-dessus puis amener la même réflexion à Ottawa aussi. Comment se fait-il que les médias n'arrivent pas à nos médias au Québec que Google, Facebook transportent nos contenus, transportent nos marques, les fait rayonner. C'est comme si on avait perdu le contrôle à Radio-Canada, à la presse, au Devoir, partout. C'est comme si on avait perdu le contrôle de ces contenus-là qui profitent essentiellement donc à Google et à Facebook. Mais c'est parce qu'on se retrouve parce que c'est l'œuf et la poule. C'est-à-dire que juste sur le site de Radio-Canada, il y a 25 du trafic qu'on a sur notre site qui vient de Facebook et l'autre 25 qui vient de Google. Donc, si on ne nourrit pas la bête, on se retrouve parce qu'on a une baisse d'achalandage sur nos sites, mais en nourrissant la bête, on fournit également celui qui vient nous concurrencer au niveau du trafic. Donc, on est pris dans une spirale où ils sont des incontournables dans leur... Vous êtes pris pour travailler avec? Inévitablement. Et vous en pensez quoi, vous, de la position du gouvernement Trudeau sur la non-taxation, la non-perception, la non-obligation de percevoir la TVQ et la TPS? Je vous aimais beaucoup. Michel, il m'a demandé de rester journaliste ce soir, donc je fais... Non, mais je trouve que la question est fort pertinente. Tu sais, moi, je pense qu'il y a un des premiers éléments, c'est de s'assurer qu'il y a une forme d'équité qui existe dans le système parce que les joueurs ne doivent pouvoir jouer à armes égales parce que sinon, on se retrouve dans une situation qui est intenable pour les joueurs canadiens. La forme que le législateur va prendre pour pouvoir le faire, c'est lui de le décider, mais assurément, le contenu canadien a besoin d'être financé davantage. La forme, je laisse au gouvernement de choisir, mais il y a urgence d'agir pour pouvoir financer le contenu canadien, ça c'est certain. Donc, vous ne vous prononcez pas précisément sur la position du gouvernement? Il répond presque à la question. L'enjeu de Google et Facebook... Je vais entendre Alexandre, puis ensuite Brian. Juste Alexandre là-dessus, puis Brian ensuite. Je pense qu'on fait face aujourd'hui à une situation un peu alarmante. Premièrement, on est francophone. Il y a une spécificité. On a un enjeu culturel important. La sauvegarde du français est une décision qu'on a prise démocratiquement. Et aujourd'hui, la ministre du Patrimoine nous envoie des signaux qui sont non pas discordants, qui sont très clairs. Premièrement, l'équité n'existera pas.
Pour moi, c'est absolument inacceptable. L'équité doit exister et le Québec doit se positionner. Si Canada ne taxe pas Netflix, le Québec doit taxer à 100 15 de taxation, et le Québec va faire un geste qu'il n'a pas commis depuis toujours, et le Québec doit être vraiment là, extrêmement sévère par rapport à ça. Et je m'attends à ce que le gouvernement provincial le fasse. Dans un deuxième élément, je vous dirais que la question des quotas est extrêmement importante. Les quotas, aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte, mais c'est ce qui fait qu'on consomme de la culture francophone. Et regardez ce qui est en train de se passer en musique, regardez ce qui est en train de se passer un peu partout. La musique, 44 de ce qui se consommait en musique il y a 5 ans chez Archambault, c'était du francophone. En streaming, aujourd'hui, c'est 7 Et c'est lié à quoi? C'est lié à la découvrabilité. On a la possibilité d'intervenir au niveau des quotas dans les radios. Ça a un impact directement au niveau des ventes en magasin. On n'a pas cette possibilité-là aujourd'hui chez Spotify, chez iTunes et autres. C'est une responsabilité du gouvernement de le faire. Et si le gouvernement canadien ne le fait pas, le gouvernement du Québec doit intervenir. Et je pense que ça va créer un conflit tel qu'on l'a rarement vu entre le Québec et Ottawa. Je pense que le gouvernement du Québec va être... Et vous croyez que ça va arriver? Le Québec n'a aucun choix, ça va arriver. Brian Miles? On peut-tu avoir des quotas pour le devoir, puis l'actualité, des abonnés forcés? Non, ça ne marche pas. Excusez-moi, je voudrais juste rapidement, excusez-moi, M. Fillon, on est des junkies aujourd'hui par rapport à Google et à Facebook. Guy l'a dit, tu y faisais référence. Quand on publie une chronique chez Voir, puis on est sur Apple, notre trafic augmente x 10. On est devenus des junkies. Et la seule façon de corriger le junkiisme, c'est le sevrage. Et ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on se mette tous ensemble et qu'on dise « no fucking way ». Nos contenus, on est en direct à la télé, M. ne sont plus disponibles sur Facebook et Google. Peut-être parler du soutien de l'État. Moi, rapidement, j'aimerais juste dire que l'industrie de la publicité a un examen de conscience à faire sur le placement publicitaire. Récemment, j'étais aux Journées Infopresse. Karine Courtemanche de l'agence Touché nous a dit, écoutez, moi, mon budget de placement publicitaire là, en numérique qui va dans les médias québécois ou canadiens, c'est 11 seulement. Et elle dit, j'aimerais ça monter ça à 25 mais mes clients ne veulent pas. Et ces clients, bien, c'est le privé, mais les clients, c'est le gouvernement aussi. Quand le gouvernement Trudeau place plus sur Facebook en 6 mois que dans toutes les années précédentes, quand le dollar publicitaire du Québec et du Canada s'en va chez Google et Facebook et ne vient plus dans notre industrie, dans nos médias, bien, on contribue à noircir un portrait qui est déjà pas rose. Là. Démission de l'État face à cette question-là. Et quand on pose la question aux attachés politiques autour, ils nous disent tous, ben oui, mais tout le monde est sur Facebook. Mais on va se nourrir d'amour et d'eau fraîche ici après. Là. Mais pour moi, taxer Netflix, c'est un faux débat. Parce que, premièrement, il y a plus qu'une centaine de pays à travers le monde qui taxent Netflix. Et c'est très simple à faire. Hein. C'est juste une question de... Dans la loi canadienne, c'est une petite modification qui dit que la taxe doit être payée là où le consommateur consomme le produit. Exact. Donc, c'est pas compliqué. Je pense qu'il y a plusieurs éléments qui jouent. Premièrement, le phénomène Trump, qu'on le veuille ou pas, là. Tout le monde a peur de Trump. Et le Canada n'est pas bâti pour faire une guerre commerciale avec les États-Unis. Donc, dans une négociation de l'ALENA, le gouvernement ne commencera pas à attaquer Netflix maintenant. Je dis, le gouvernement Trudeau a été élu avant Trump. Oui, absolument. Absolument. Mais il y a un contexte de négociation de l'ALENA qui se passe aujourd'hui que je pense que le gouvernement va faire attention. Peut-être qu'avec Bombardier, ils vont changer d'idée, mais ils vont faire attention avant de commencer une guerre commerciale avec les États-Unis. Mais moi, ce qui me fascine, c'est que tout le monde dit qu'il faut taxer Netflix, puis moi, je suis d'accord avec ça, ça ne me dérange pas. Là. Mais on n'a pas de politique globale qui dit « Hey, qu'est-ce qu'on ferait avec cet argent-là? » Donc, avant de définir une taxe pour Netflix, pourquoi on ne dit pas qu'est-ce qu'on a de besoin comme soutien de notre industrie culturelle aujourd'hui, dans un environnement où les technologies changent, dans un environnement où le monde change, dans un environnement où il y a plein de nouveaux joueurs, qu'est-ce qu'on a de besoin pour soutenir le cinéma? Qu'est-ce qu'on a besoin pour soutenir Radio-Canada? Qu'est-ce qu'on a besoin pour soutenir les périodiques? Qu'est-ce qu'on a besoin pour soutenir les médias écrits? Qu'est-ce qu'on a besoin pour soutenir la créativité au Canada? Ouais. Voilà le montant d'argent qu'on a besoin. Après ça, est-ce qu'on le prend à même des impôts? Est-ce qu'on le prend sur Netflix? Pour moi, la source n'a pas d'importance. Ça, c'est l'outil des gouvernements. Ce qui est important, c'est d'avoir une politique claire. Et je ne pense pas que nous ayons
une politique claire, ni à Ottawa, ni à Québec. Colette Brun, il a été évoqué durant les rencontres, justement, pour faire ce rapport qui s'appelle le Miroir éclaté, auquel vous avez contribué et qui est une grande réflexion sur les enjeux des médias qui a été fait par Ed Greenspan à Toronto. Et il y a des solutions, d'autres solutions d'intervention de l'État, de soutien de l'État, des crédits d'impôt notamment, ou des congés, justement, de taxes, de TVQ et de TPS et pour de les TVH. abonnés, justement. Alors, c'est peut-être ça le quota là, pour encourager les gens à s'abonner aux journaux. Ça existe déjà dans quelques provinces, mais la question de taxer ou dans le fond, qu'est-ce qu'on ferait avec cet argent-là? Bien, le Miroir éclaté propose des choses. C'est sûr que c'est un rapport qui est sur l'information et qui focalise sur l'information à valeur civique, qui a une valeur pour la démocratie. Alors, on n'est pas dans les questions liées à la consommation, même pas au sport, vraiment. La culture, c'est peut-être un peu plus discutable, mais on parle surtout de la couverture des institutions publiques, la couverture, Le conseil municipal. La couverture locale, puis en particulier dans des communautés où il y a déjà très peu de couverture. Alors, on pense peut-être pas à une ville comme Montréal, qui a quand même une présence médiatique très forte, ou comme Toronto, mais à des endroits qui sont un peu plus ce qu'on appellerait aux États-Unis les information deserts, là, les déserts d'information, ou des régions qui ont perdu là, des ressources. Donc, il y a des propositions qui sont mises de l'avant dans ce sens-là. Évidemment, des propositions aussi pour les communautés autochtones, pour des besoins particuliers. Mais c'est sûr que quand on crée un fonds comme ça, le problème, c'est qu'il y a 150 000 idées de ce qu'on pourrait faire avec. Et on ne veut pas non plus subventionner une industrie, on ne veut pas récompenser une industrie qui n'a pas pu se réinventer non plus. Je suis désolée de vous le dire comme ça aussi crûment. C'est peut-être pas à vous qu'on pense nécessairement non plus, mais certains médias, et bon, on peut penser à un groupe comme Postmédia, par exemple, qui a beaucoup sabré dans ses effectifs journalistiques, qui a coupé dans la chair vive là, de ses ressources. Est-ce qu'il faudrait leur faire un cadeau maintenant, tout simplement parce qu'ils sont une chaîne de journaux? Est-ce que la concentration des médias a ralenti l'innovation chez nous? C'est une bonne question. C'est aussi une question, je dirais, la concentration a soulevé beaucoup d'inquiétudes depuis plusieurs décennies, mais est-ce que ça a permis aussi à l'industrie de survivre aussi et de se maintenir pendant un certain temps? On pourrait poser aussi cette question-là. Dans les questions liées à l'aide gouvernementale, on peut aussi se préoccuper du soutien à des nouveaux joueurs, à des joueurs qui sont peut-être plus petits. Donc, il ne faut pas non plus penser seulement aux grands joueurs qui sont représentés peut-être plus dans cette table ronde. Quand on évoque la coalition, c'est 146 journaux, Brian May, si je ne me trompe pas? À peu près, là. À peu près, disons 150. Qui rejoignent 6 millions de lecteurs par semaine. Le Devoir, TC Média, Groupe Capital Média, etc., qui demandent donc notamment un crédit, je vais raccourcir, mais un crédit d'impôt remboursable sur les salaires, sur les dépenses numériques, donc pour aider à la transformation dont M. Crevier faisait allusion tantôt, et donc pour faire cette transformation-là. Mais jusqu'à quel point il n'y a pas un danger? Est-ce que le gouvernement aime bien choisir les gagnants, aime bien choisir à qui il donne des crédits d'impôt? On parlait d'Ubisoft tantôt. Et est-ce qu'il n'y a pas un danger que l'État aille trop loin dans ses exigences par rapport à un soutien aux devoirs, par exemple? On y a pensé à ça. Puis on a pris les crédits d'impôt, parce que dans le fond, une fois qu'on a payé les factures de Théo là, dans une salle de rédaction, les plus grosses dépenses après, c'est la main-d'œuvre, puis le développement d'applications. Hein? Quand même. Non, mais c'est le journalisme, ça devient sérieux quand on commence à payer du monde pour se consacrer à temps plein à l'acte de fouiller, trouver, débusquer des scandales. Et les plateformes deviennent intéressantes quand elles sont assez fluides, assez performantes. Alors, c'est des coûts de développement, c'est des coûts de main-d'œuvre. On se dit que le crédit d'impôt sur la masse salariale, ça vient niveler le terrain de jeu pour tout le monde. On ne peut pas dire que le gouvernement a choisi des gagnants et des perdants. Et les médias qui investissent le plus dans la ressource humaine sont les plus récompensés. On peut très bien faire des crédits d'impôt sur le développement numérique aussi, sur l'acquisition de nouvelles technologies. Et encore une fois, ça tient l'État à distance et ça nous protège contre cette volonté de l'État de choisir les gagnants et les perdants. Moi, je dis qu'il faut toujours s'attacher à des critères d'ordre quantitatif et non pas qualitatif. Et quand le miroir éclaté nous amène dans « il faut financer l'information locale », pour moi,
un petit peu de frilosité par rapport à ça. J'ai joué dans ce film-là plusieurs fois à la FPJQ à l'époque comme président. On finit toujours par entrer des critères subjectifs. Et là, à un moment donné, l'État ou quelqu'un qui est un mandataire de l'État va décider qu'est-ce qui est du bon journalisme et du mauvais. Le critère quantitatif nous permet de régler tous ces problèmes-là et on peut le circonscrire aussi. On peut mettre des minimums et des maximums. On peut dire qu'il faut que ce soit une salle qui a un minimum de masse salariale de X, un développement numérique minimal de X et des maximums aussi. Et avec ça, on est capable de structurer En fait, vous l'avez un écrit, modèle pour tout le monde. Le document légal est écrit, c'est ça? On attend juste que le gouvernement nous écoute. L'abolition de la TPS aussi, si Netflix ne paye pas sa TPS, pourquoi je la paye? Moi, pourquoi tu la payes? Qu'est-ce qu'on attend pour nos retenir la écoles puis nos TPS et hôpitaux. C'est pour ça s'enchaîner qu'on aux paye portes notre du TPS, ministère? Il y a des enjeux autour de ça également, là. Radio-Canada veut laisser, je veux vous entendre en parler, laisser le marché de la publicité, 250 millions de dollars quand même. Et Radio-Canada pourrait aussi peut-être devenir, puis on rejoint le journalisme civique, là, un producteur de contenu comme la presse canadienne pour soutenir justement la couverture journalistique et donc les autres médias pourraient se concentrer sur d'autres thèmes et sur d'autres enquêtes et sur d'autres développements, sur l'économie notamment. Alors, parlez-nous de ces deux aspects-là que vous proposez. Nous, ce qu'on a proposé au gouvernement l'an dernier, c'est ce qui est important, c'est d'arrêter de voir la culture comme étant juste quelque chose qui a toujours besoin d'être subventionné. On pourrait en faire une arme de rayonnement et de force économique au Canada. Donc, on s'est inspiré beaucoup du modèle de ce que le UK a fait avec le BBC, c'est-à-dire qu'ils ont créé un conseil économique qui est dirigé et par la ministre de la Culture et par le ministre de l'Innovation ou de l'Économie, de façon à ce que ce qui se développe comme contenu British soit du contenu qui puisse être exportable et devenir une force économique pour le pays. Et en se faisant ça, on dit que Radio-Canada peut jouer un rôle important comme partenaire pour être celui, parce qu'on a un contact avec les gens à la maison, parce qu'on est quand même un joueur important dans toutes les plateformes, que ce soit télévision, radio ou imprimé. Mais comment peut-on être à la fois partenaire des joueurs privés et concurrent en ayant de la publicité? Donc, c'est là qu'on est arrivé en disant on devrait se retirer de la publicité de façon à n'être qu'un partenaire avec les autres joueurs de l'industrie et pouvoir contribuer en ce sens-là. Moi, ça m'apparaît dangereux, par exemple, que Radio-Canada joue un rôle. Pourquoi? Pas que Radio-Canada doit jouer un rôle, mais ne doit pas jouer un rôle nécessairement central ou moteur. On l'a vu avec les conservateurs. Radio-Canada, quand même, ils sont redevants d'une subvention importante. Okay? Et on a vu quand les conservateurs sont arrivés au pouvoir, puis ils ont été au pouvoir longtemps, que leur intention était de s'embrer dans Radio-Canada. Donc, il faut quand même qu'il y ait une structure privée efficace, vivante et importante. Et bien entendu, moi, je suis content que Radio-Canada ait accès récemment à des subventions supplémentaires parce qu'ils jouent un rôle fantastique, mais ils ne peuvent pas être la base de notre entreprise. Ah, je suis 100% d'accord. Sincèrement, ça prend un équilibre entre le privé et le public parce que si l'offre qui n'est faite n'est qu'une offre qui n'est que publique ou une offre qui n'est que privée, la force du système présentement, c'est qu'il y a un équilibre entre les forces dans le système. Et c'est en ce sens-là qu'on est prêt, nous aussi, dans la période de transition, puis il y a beaucoup de médias qui vivent des difficultés. Je ne veux pas être alarmiste, mais on parle beaucoup de l'information dans l'imprimé. Les groupes médias en télévision qu'on retrouve au Québec, quand sincèrement, avec le désabonnement qui se fait des chaînes câblées présentement, le vent va souffler très fort bientôt, puis les sources de financement sont vraiment en péril pour l'ensemble des groupes médias au pays. Donc, c'est important qu'on puisse voir pendant cette période de transition-là, est-ce que nous, comme diffuseurs publics, on peut rendre accessibles certains de nos contenus de façon à alléger la charge de d'autres? On est prêt à le regarder sous forme de partenariat. Est-ce qu'on peut prendre, par exemple, Tout TV puis en faire une plateforme où est-ce qu'on peut accueillir les contenus des autres diffuseurs pour qu'on puisse avoir une force de frappe avec le contenu francophone? On est plus couvert à pouvoir le faire. On a besoin de s'aider entre nous parce qu'il faut que tous les joueurs puissent passer au travers de la tempête. Pierre-Carl Bellado nous disait que c'était compliqué de négocier avec Radio-Canada au début de la semaine, mais là, ça a l'air assez ouvert, votre affaire? Moi, j'ai jamais eu de misère à négocier avec Radio-Canada. non, sincèrement, on était pendant plusieurs années, quand je vous dis, on était un village astérix. Pendant plusieurs années, on était réellement des concurrents avec une attitude de concurrent entre nous. Je pense que la situation fait en sorte maintenant où est-ce qu'on a besoin d'avoir des offres qui sont complémentaires, mais de s'entraider sur plusieurs points. On a Radio-Canada qui a 60% donc de financement public, 40% de publicité. On a la presse avec Power Corporation et on a d'autres grands médias qui sont appuyés par des groupes importants, par des financements qui sont importants. Est-ce que la survie des médias d'information et l'avenir des médias d'information, Alexandre Taillefer, passe par des grands groupes
des mécènes, des philanthropes. On voit Jeff Bezos avec le Washington Post, puis on voyait Pierre Berger aussi qui vient de mourir avec le Monde, puis on voit Carlos Slim également. Est-ce que ça nous prend ça, des gens très riches qui s'investissent pour soutenir nos médias et donc notre démocratie? On espère que ce soit le moins possible le cas. Bien entendu, de façon transitoire, aujourd'hui, il y a des gens qui investissent là-dedans, qui ont vu une possibilité, je pense, de pouvoir avoir une certaine influence dans le passé. Par contre, le mur de Chine qui existe aujourd'hui, je suis convaincu à la presse, qui existe à l'actualité, qui existe aussi au Devoir. Il faut dire que vous n'avez pas des gros actionnaires, vous, là, mais C'est moi l'actionnaire de contrôle. Oui, effectivement. Le mur de Chine est étanche. Le mur de Chine est étanche. Je pense qu'il faut maintenant voir comment est-ce qu'on va être capable de faire un financement pérenne. La question des crédits d'impôt est importante, mais également le modèle d'affaires. Et on parlait tout à l'heure de coalition. Il y a des exemples, on le sait, au Portugal, il y a des exemples qui existent en France, et aujourd'hui, on a un ennemi commun. Ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans. Aujourd'hui, on a un ennemi commun. Pierre Karl a le même ennemi que nous. C'est tout dire. Et on a l'obligation aujourd'hui de travailler ensemble, que ce soit au niveau d'une régie publicitaire, que ce soit au niveau d'une approche de monétisation, que ce soit à plusieurs niveaux. Il va falloir qu'on travaille ensemble. Le profil de nos lecteurs, tout le data qu'on est capable de connaître sur les Québécois, la relation qu'on a conjointement avec des Québécois est inouïe. Et ça, aujourd'hui, Google, Facebook ne pourront pas nous enlever ça. Mais il faut qu'on travaille ensemble. Est-ce que Brian Miles, le Devoir, aimerait avoir un Jeff Bezos, un Power Corporation ou un Alexandre Taillefer, par exemple? Écoutez, le Devoir, c'est une bébite à part. Il faudrait prendre 3 heures pour que je vous explique la structure. Mais essentiellement, je contrôle 51% des actions. À mon départ de la direction, ça sera remis à un fiduciaire, des fiduciaires, qui remettront les parts à mon successeur. Et je pense que le Devoir ne réussira pas à faire tout ce qu'il fait s'il n'était pas indépendant. Tu sais, quand on a fait nos campagnes de financement, là, combien de personnes ont donné au Devoir ici dans la salle? Quand même, hein? Et moi aussi. 40, 50 personnes. Le gage l'indépendance du directeur, l'indépendance du Devoir, qui n'est pas aucun groupe, c'est précieux, ça. Les gens attribuent une valeur à ça, c'est indissociable de la marque. Et c'est ce qui m'a permis de ramasser, nous a permis de ramasser cette année 500 000 en philanthropie. Maintenant, est-ce que je cherche des capitaux? Oui. Le Conseil du Devoir est formé de plusieurs joueurs institutionnels patients, le Fonds de solidarité, la Caisse des Jardins, les syndicats d'employés. Et on s'apprête à recapitaliser le Devoir dans les prochains mois et poursuivre sur notre lancée. Mais un grand mécène qui viendrait et dire je vais vous aider, puis voici ce qu'il faut faire, ça serait contraire à la tradition d'indépendance du Devoir. Avant de passer à la période de questions, je veux citer Guy Crevier en 2013. Vous avez dit, nous, c'est simple, on pense que la tablette en soi va devenir un média de masse plus fort que ce que sont aujourd'hui la télévision, l'imprimé et les magazines. Le potentiel de la tablette est décuplé et on veut être le premier joueur important à occuper cet espace-là. Est-ce que vous le pensez toujours? Mais regardez, puis je ne veux pas donner de chiffres dans les airs comme ça, mais selon les informations que nous avons, le principal groupe canadien, qui est Bell Media, qui possède des propriétés à la grandeur du Canada, aurait, selon les informations que nous avons, aurait à peu près, je dirais, entre 40 et 50 millions de revenus de dollars numériques dans l'ensemble du Canada. Okay? Nous, à la presse, dans un petit marché qui est Montréal, on fait presque le double de ça. Okay, en revenus numériques. Donc, on est Combien en revenus numériques? On dépasse, je dirais, aux alentours d'à peu près 65-70 millions de dollars en revenus numériques. Okay? Ce qui est un succès phénoménal. Okay? Dans un petit marché comme Montréal. Donc, on est très fiers de ce qu'on a fait. Maintenant, la tablette, je pense qu'on l'a bien exploitée. Okay? Aujourd'hui, on aurait les yeux fermés de ne pas faire quelque chose sur le mobile d'aussi fantastique que ce qu'on a réussi à faire sur la tablette. Bientôt, ça s'en va le mobile. C'est pas facile à faire. Hein. Bientôt, tu sais, c'est des stratégies de développement comme ça, c'est entre 18 et 24 mois. Mais juste développer une application mobile, c'est pas suffisant. Il faut avoir ce que j'appelle l'outil publicitaire qui va avec ça, avoir l'outil de data, parce que c'est ça qui est... Ouais. Hein. Et vous avez commencé il y a combien de mois? La force de Google. On commence, mais c'est tellement imposant en termes de capitaux que c'est là que moi je dis, tu sais,
que les gouvernements devraient aider les entreprises à se transformer. Non pas les financer sur une base régulière, financer l'opération, mais se transformer. Et ça, ce message-là, malheureusement, n'est pas perçu encore. Et les gouvernements doivent aussi aider la presse. Donc, dans ce que vous dites... Doivent aider l'ensemble des médias à se transformer. Dont la presse. Dont la presse. OK, on va passer à la période des questions. J'aurais aimé parler des fausses nouvelles, mais là, on manque un petit peu de temps et je pense que c'est une autre partie de l'enjeu qui est très importante. Mais si vous voulez poser des questions là-dessus, il n'y a pas de problème non plus. Alors, il y a 2 microphones. Le microphone là et l'autre microphone de ce côté-ci. Alors, si vous avez le goût de venir poser des questions, présentez-vous. Je vous reconnais. Alors, bonjour, mon nom est Laurent Imbeau. J'ai fondé il y a 7 ans une plateforme consacrée aux nouvelles positives, exclusivement. Ça ne nous intéresse pas, les nouvelles positives, vous le savez. Oui, je sais. Le négatif, il y en a beaucoup. Mais il manquait un peu de positif. On a eu récemment une rencontre avec une dame qui s'appelle Josée Plamondon, qui est une experte du Big Data. Et la comparaison qu'elle m'a donnée m'a vraiment frappé. Elle a dit, le Big Data, c'est l'équivalent des Européens qui arrivent au Canada et qui donnent aux Amérindiens des bricoles, des petits miroirs, des trucs comme ça, en leur disant, voici, c'est... Alors que les Amérindiens, elle leur donne les fourrures, elle leur donne toutes les richesses. Les Américains sont en train de nous faire exactement le même coup en accumulant le big data qu'on leur donne gratuitement, Facebook, Twitter, YouTube, etc. On leur donne le big data et c'est ça qui a de la valeur. C'est ça qui leur permet à eux d'avoir tout le marché publicitaire parce qu'ils savent à qui ils parlent et de quelle manière on va leur parler. On leur donne les photos de nos maisons, les photos de nos familles, les photos de nos chiens, nos chats. On leur dit où on est, à quel moment on est, où on mange, dans quel restaurant. On leur donne la cote du restaurant. On leur donne exactement tout, absolument gratuitement, comme si ça ne valait rien, alors que la vraie valeur est là. Et ça, je voudrais vous entendre là-dessus, particulièrement peut-être Alexandre, et puis tout le monde, voir comment on peut, nous, utiliser cette valeur-là, qui est la vraie valeur de l'Internet. Rapidement, écoutez, vous avez tout à fait raison. Le data constitue aujourd'hui la matière première probablement la plus qui a le plus de valeur. Et pour un algorithme d'intelligence artificielle, d'avoir 1000 milliards d'informations versus 1 milliard d'informations, ça fait toute la différence au monde au niveau de l'efficacité des algorithmes. On a aujourd'hui au Québec la capacité, je pense, si on travaille ensemble, de combiner de l'information qui va venir non seulement de l'information médiatique, de l'information liée aux détails, de l'information liée au transport, de l'information liée aux finances, et de pouvoir travailler sur un nouveau modèle, qui est un modèle que je qualifierais, il faut évoluer vers la gestion de l'information personnelle. Et on ne se rend pas compte aujourd'hui à quel point est-ce que l'information personnelle est importante. C'est un enjeu majeur. On ne sait pas aujourd'hui ce que les gens font avec nos informations personnelles. Et je pense qu'on pourrait être des pionniers de la mise en place d'une coop d'informations personnelles détenues par les citoyens. Et ça m'apparaît être extrêmement porteur, en le sens que le data serait propriété des Québécois, mais on pourrait travailler tous ensemble à utiliser ce data-là pour être extrêmement performant. Et vous savez, M. Imbeau, chacun d'entre nous avons une partie du data. Le problème, c'est qu'on n'a pas de masse critique suffisante pour pouvoir lui donner la pleine valeur, et d'où l'importance qu'on puisse travailler davantage ensemble pour soutenir notre marché intérieur. Parce que les grands Google, Facebook dominent la diffusion, dominent maintenant la publicité sur Internet, contrôlent les algorithmes et vont chercher l'information, le data pour la suite des choses. Et démontrent l'efficacité. Et? Démontrent l'efficacité de leur annonce. Oui, exact. Sylvain Lafrance. Oui, j'ai été longtemps à Radio-Canada, mais j'y suis plus depuis 5 ans, Michel. Fait que je suis loin maintenant, je peux parler de ça. Mais j'ai une question qui me traverse l'esprit depuis qu'il y a le fameux projet de retirer la publicité. Dieu sait que j'ai souvent été favorable du retrait de la publicité à Radio-Canada, surtout que j'étais un gars de radio, public, sans publicité. Mais cette fois-ci, je me pose la question un peu différemment, puis je me dis pourquoi plus tôt que ça? On ne créerait pas un système où... Parce qu'en passant, les Canadiens ne font pas des manifestations dans les rues à cause qu'il y a de la pub à Radio-Canada actuellement. Hein? Et ça génère 250 millions. Plutôt que de demander d'abandonner la publicité à Radio-Canada, de dire ça va donc aller au privé, et si ça va donc au privé, ça va beaucoup aller aussi sur les nouvelles plateformes, et ça va aller ailleurs que dans les joueurs traditionnels. Pourquoi, dans la même logique de partenariat que tu décrivais tantôt, Michel,
puis c'est pas une question embêtante que je vais poser, c'est vraiment une réflexion que j'ai. On dirait pas Radio-Canada va maintenir la publicité, mais tout l'argent de publicité généré par le diffuseur public, Radio-Canada se fait financer donc par le public, tout l'argent de publicité qui est généré par le diffuseur public, actuellement 250 millions. Et, non, c'est ça. Non, irait, presque, tout l'argent généré irait dans un fonds des médias totalement géré indépendant, un fonds pour le journalisme canadien, qui permettrait de générer des contenus de façon complètement indépendante du gouvernement. C'est-à-dire qu'on aurait blanchi l'argent du gouvernement. C'est pas le gouvernement qui... Non, mais c'est important. C'est pas le gouvernement qui créerait un fonds. C'est la publicité de Radio-Canada qui irait dans un fonds totalement indépendant, comme le Fonds des médias du Canada. Et à ce moment-là, je trouve que ça, ce serait une démarche très généreuse du diffuseur public qui, effectivement... Non, mais le diffuseur public n'y perdrait pas. L'argent serait remboursé dans le même projet que vous aviez. C'est la même logique, mais plutôt que de laisser le 250 millions filer là où le marché va l'amener, donc fort probablement et majoritairement sur des plateformes étrangères, on dirait, on va créer un fonds qui est totalement indépendant, comme le fonds des médias, puis ce fonds-là va pouvoir servir à ça. Et je pense qu'on aurait réussi à générer, en tout cas, un montant important, qui serait, comme le Fonds des médias du Canada, totalement indépendant, qui serait rendu, donc, à arm's length du gouvernement, comme l'est le diffuseur public. Mais naturellement, ça veut dire les mêmes postulats s'appliquent. Le gouvernement accepterait de compenser. Mais ce serait même une façon pour le gouvernement de s'assurer qu'il a aidé les médias sans une intervention directe et ça nous assurerait d'une indépendance complète de ce fonds-là. Je trouverais que l'idée serait peut-être intéressante. Alors, blanchir de l'argent. C'était ça, la question. Moi, j'aime l'idée. Je trouvais déjà que la formule d'un Radio-Canada sans publicité était difficile à expliquer. Mais un Radio-Canada, où est-ce que le gouvernement compense la publicité, mais où on continue de faire de la publicité pour envoyer l'argent dans un fonds, on augmente un peu le niveau de difficulté. Vous savez, c'est un choix que le législateur a fait à la création de Radio-Canada, qu'il y a deux sources de financement, une partie qui soit publique, une partie qui soit privée. Et je reconnais ce système-là des grandes vertus également, parce que ça nous assure dans nos choix de programmation de toujours être diffuseur public et de vouloir rejoindre un public parce qu'on doit pouvoir également être pertinent auprès des annonceurs. Donc, ça nous permet d'avoir un rôle à jouer, et encore plus en région où est-ce que le lien entre l'activité économique locale et ton activité de programmation est encore plus tissé serré. Le point qu'on avait dans notre prémisse, c'est si on se retire, d'une part, l'argent va davantage être dans le privé, ce qui va pouvoir donner une bouffée d'air aux joueurs privés qui ont besoin d'aide. Et surtout, c'est que si on pourrait jouer un rôle comme partenaire pour stimuler davantage le rôle de la promotion du contenu canadien, on ne peut pas à la fois être et concurrent et partenaire, parce que ça nous met dans une position qui est plus difficile. D'où l'idée de se retirer de la publicité pour qu'on ne soit pas en concurrence avec les joueurs privés. Ceci étant dit, c'est une proposition. Ça va être au gouvernement de voir comment il entend donner suite à tout ça. Est-ce que Colette Brun, vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus? Sur le blanchiment d'argent? Non, je suis d'accord avec qu'effectivement, c'est un peu compliqué à défendre. Là. Je me demande, en fait, je ne suis pas dans le secret des dieux non plus. Là. Je ne sais pas même si cette proposition-là a été bien reçue de l'idée qu'il y ait une compensation, je pense même supérieure à ce qui avait été demandé à Radio-Canada. C'est peut-être même supérieur à ce qui avait été... C'est supérieur parce qu'inévitablement, le 12 minutes où on a de la publicité à l'heure doit être compensé par davantage de contenu qu'on va devoir produire. Oui. Mais comme vous le savez tous, le ministre va prendre position demain. On pourra voir que les premiers éléments de réflexion... Elle va prendre position sur ça? Je pense qu'elle prend position suite à la consultation qu'elle a opérée. Il y a plusieurs personnes qui ont rendu position. Je ne suis pas dans le secret des dieux, donc je ne peux pas vous dire ce qu'il y a dans Juste avant, je veux juste vous dire, micro là, avancez-vous parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps pour la période de questions. C'est l'occasion ou jamais de poser des questions. Il faut faire attention aussi avec l'argent puis les fonds et tout ça, parce que si un modèle est brisé, même si on le finance, on ne le répare pas. Puis on met la main dans un tordeur qui fait en sorte que on va finir par financer à l'infini, puis ce modèle-là ne marchera jamais. T'sais. Je reviens à l'exemple tantôt de M. Imbeau. C'est simple. Hein? Facebook ou Google va voir GM, OK? Puis dis-moi, j'ai assez de données pour démontrer qu'il y a j'ai 1 million de personnes que je peux rejoindre qui ont l'intention d'acheter une voiture cette année. OK? Donc, et là, GM place 10 millions chez Google ou Facebook. Et ce que Google et Facebook fait, c'est qu'ils envoient un rapport de performance en disant il y a tant d'utilisateurs qui ont ouvert ton annonce, il y a tant qui veulent faire un essai routier, il y a tant qui ont joué avec les éléments de sécurité, il y a tant qui ont fait ci, il y a tant qui ont fait ça. Donc, moi, je reviens avec l'idée d'Alexandre, l'idée de Michel aussi et de tout le monde. Il faut qu'on se donne ces outils-là. Donc, il faut qu'on donne des outils dans lesquels on est capable de rejoindre des masses, collectivement ensemble. Il faut qu'on se donne des outils dans lesquels on a du big data, dans lesquels on est capable, nous aussi, d'aller voir
ces annonceurs-là et de leur dire, nous aussi, on a des gens, moi je sais qui chez nous lit des chroniques automobiles, je sais chez nous qui joue avec les annonces automobiles. Il faut qu'on bâtisse ces plateformes-là. Le problème, je me répète, c'est que c'est coûteux faire ça. Ouais. Et ça prend des coûts à la transformation. Mais financer un modèle qui est brisé, à mon point de vue, donne rien. OK. Monsieur? Oui, Pierre Saint-Arnaud de la presse canadienne. Je comprends l'argumentaire, je ne veux pas dire que je l'accepte, là, mais dans le cas de Netflix ou Spotify, qui sont des services payants, qu'on dit que si on les taxe, la taxe va être refilée aux consommateurs. Dans le cas de Google et de Facebook, qui nous préoccupent davantage en tant que journalistes, en tant que médias, puisque c'est là que nos contenus se retrouvent, ce sont des plateformes qui sont gratuites. Vous, lorsque vous avez des revenus de publicité, vous payez des taxes dessus. Eux n'en payent pas sur des revenus de publicité qui sont quand même ramassés ici. Par contre, ceux qui achètent la publicité déduisent cette dépense-là. Quand vous discutez avec le gouvernement, là, au-delà du fait que le chef de cabinet de Mme Joly est une ancienne cadre de chez Google, qu'y a-t-il comme argumentaire pour justifier le fait qu'on ne taxe pas les revenus de publicité qui ne peuvent pas être refilés aux consommateurs, à la classe moyenne? Il faut faire attention. Hein, les Français ont voulu taxer et le législateur a dit qu'en termes de droit et de loi, c'est excessivement difficile à le faire. Donc, tu sais, je pense qu'il faut trouver des formules aussi qui sont des formules peut-être plus simples. Mais la question qui se pose, moi je me la pose parce que techniquement je ne la connais pas la réponse. Est-ce qu'on est capable de mesurer la quantité de publicité achetée qui est destinée au territoire québécois et qui est achetée sur des plateformes comme Google, comme Facebook? Est-ce qu'on est capable de quantifier ça et de mettre une taxe dessus si le monde en a la volonté, bien sûr? Brian? Moi, j'ai fait une demande d'accès à l'information. J'ai été sortir les budgets publicitaires sur 10 ans au gouvernement du Québec, catégorie par catégorie. Ce qui me permet de vous dire qu'effectivement, on est passé de 28 millions à 7 millions dans l'imprimé, de 5 à 15 en numérique. Et on a demandé au Centre des services partagés du Québec de ventiler qu'est-ce qui va chez les plateformes étrangères versus nos médias, nous. Et ça, ils sont incapables de le trouver. Ou ils ne le veulent pas. Maintenant, pour la première question, pourquoi le gouvernement ne veut pas agir, ne veut pas légiférer ou quoi que ce soit? La réponse qu'on a, c'est toujours la même, c'est le concept de l'extraterritorialité. Pour Patrimoine Canada puis l'entourage de la ministre Joly, il apparaît impossible d'aller chercher de l'argent dans les poches d'une compagnie qui n'a pas pignon sur rue au Canada. Et c'est l'argument qu'on nous sert, ça va être impossible. C'est un argument légal. Il y a une question d'entente fiscale aussi entre les États-Unis et le Canada qui n'existe pas. Il n'y a pas d'entente fiscale parce que Netflix, par exemple, ne peut pas de taxe fédérale aux États-Unis. Alors, à partir du moment où tu as une entreprise qui est incorporée en dehors du Canada, en dehors du territoire, même si elle fait des activités ici et puis elle a des clients ici, pour le ministère, c'est impossible d'aller le chercher. Et ensuite, s'ajoute l'argument qu'on veut alléger le fardeau de la classe moyenne. Et quand on croise ces deux réponses-là, on a l'ensemble des explications qu'on peut attendre de Patrimoine Canada. Colette Il y a Brun, aussi un élément sur toutes ces interventions-là, sur le fait que le gouvernement n'a pas d'incitation à agir de manière plus générale, qu'il n'y a pas de mouvement de masse de la population. Il n'y a pas de conscience. On a fait aussi un sondage pour cette étude-là. Il n'y a pas vraiment une conscience à part les gens qui sont présents ici, là. Mais dans la population en général, il n'y a pas vraiment de préoccupation. Les gens ne semblent pas reconnaître qu'il y a un problème de financement dans les médias parce qu'ils voient que les contenus sont là, sont gratuits, sont abondants. On pédale. Il y a un décalage entre ce qui se passe dans les médias et ce que les gens reçoivent comme information, ce qu'ils perçoivent. C'est ça. Alors, il faudra peut-être, je me dis, s'il arrive quelque chose de vraiment dramatique, peut-être dans le genre une chaîne de journaux qui ferme, là, pas une des vôtres. Monsieur ici. Peut-être. René Perron de Météo Média. En fait, je voulais valider une information qu'on m'a partagée dans les dernières semaines à l'effet que il semblerait qu'il y ait beaucoup d'agences qui sont un peu réfractaires à l'idée d'envoyer tous ces capitaux-là à l'étranger, qui se verraient plus enclines à garder les capitaux ici si l'offre était peut-être un petit peu plus pas plus structurée, mais structurée différemment. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu? On parle beaucoup du législateur, mais l'écosystème aussi a peut-être un rôle à jouer. Bien, il y a effectivement une responsabilité de la part des annonceurs, hein, parce que je pense que la santé financière d'un média repose en grande partie sur ses revenus publicitaires, ou au moins
en partie ou en grande partie. Donc, je pense qu'il y a une responsabilité, mais en même temps, je reviens toujours au modèle de facilité. Tu sais, je reprends mon exemple de tantôt de GM, c'est une seule facture. C'est simple à procéder. Tu sais, donc, je pense qu'il y a des acheteurs de publicité, tout ça, sont aussi attirés vers des plateformes performantes, mais des plateformes simples aussi également. Parce que Facebook et Google, qu'on le veuille ou pas, sont des plateformes simples. Mais est-ce que va se développer une plus grande conscience sociale de la part des agences de publicité? Moi, je le souhaite. C'est un débat, je pense, de société qu'on doit tenir. Puis vous avez raison dans ce sens-là. Madame? Oui, Francine Saint-Laurent, c'est juste pour une information. Alors, moi, je suis très sensible aux médias, forcément, parce que, surtout pour le journaliste d'enquête, parce que ça nous permet d'avancer, d'amener une réflexion et de changer les choses. Et c'est là un peu le questionnement à savoir, mais si le journaliste, les salles de médias ou des salles de rédaction diminuent ou disparaissent, mais là, on va avoir un sérieux problème. Mais dans quelle mesure, quand on sait qu'il y a des gouvernements étrangers, puis on n'a pas besoin d'aller très loin, où ils sont agacés par le journaliste d'enquête. Ils n'aiment pas ça. Ils ont peur qu'on trouve des cadavres dans les placards, qui peuvent être vraiment à l'écoute quand les médias disent, écoutez, on a besoin de sous, on a besoin de plus de ressources financières pour mener des enquêtes ou pour élargir nos salles de nouvelles. Ben, je peux donner l'exemple du gouvernement du Québec. Là. Je l'ai dit, c'est pas parfait ce que le ministre Fortin a annoncé, mais c'est le premier à l'avoir fait. C'est un gouvernement libéral qui l'a fait, et c'est sur le gouvernement libéral que le poids de la commission Charbonneau s'est abattu. Hein, aucun gouvernement a été autant malmené par les médias que le gouvernement Charest. Et les squelettes qui dansaient dans le placard et qui bougent encore reviennent une fois de temps en temps faire une danse de Saint-Guy. Et malgré tout, le ministre nous a donné des enveloppes parce qu'il a reconnu l'importance de l'information locale. Et on a réussi à le convaincre aussi que c'était un enjeu de diversité et de rayonnement de la culture québécoise. Et M. Fortin, il est intraitable là-dessus. Sur l'exception culturelle, il répond présent. Alors, c'est possible. Maintenant, il faut bien positionner nos arguments, puis il faut se le dire, là, comme industrie, on n'a pas réussi à avoir l'oreille d'Ottawa encore. En bout de ligne, il faut que la presse reste indépendante aussi. Les médias restent indépendants. Tout à fait. Et ça n'a jamais été non plus remis en question dans les discussions qu'on a eues. Puis l'aide, la façon dont elle est structurée à Québec, va préserver l'indépendance. On va soumettre des projets et on va obtenir du financement à la clé. Michel? Je pense que c'est la beauté de notre système, c'est qu'il y a une indépendance totale entre la salle de nouvelles et le gouvernement. Et c'est ce qui est le plus précieux dans la démocratie. Ça coûte très cher faire du journalisme d'enquête. Ça coûte encore plus cher de faire du bon journalisme d'enquête parce qu'il faut que tu acceptes que même si tu as travaillé pendant 6 mois de temps, si tu n'as pas la preuve, il faut que tu jettes aux poubelles parce que tu ne peux pas commencer à affirmer des choses qui ne sont pas 100% vraies. Et une fois que tu publies, tu as une poursuite assurée. Et on se retrouve, je vous dirais, le gouvernement a décidé de réinvestir davantage dans Radio-Canada. Ça ne nous a pas empêché pendant tout l'été de sortir des dossiers sur Phoenix et sur tous les dérapages qu'il peut y avoir avec le gouvernement, de faire une demande d'accès à l'information puis de sortir la valeur du contrat avec IBM qui a explosé par rapport à ce qui avait été dit. On est là également pour être un chien de garde par rapport au gouvernement, puis on joue bien ce rôle-là. Madame. Bonsoir. Mon nom, c'est Shelley Fabien et je représente une partie qui n'est pas beaucoup ici, c'est un anglophone. Par contre, j'écoute Radio-Canada, je lis la presse, je lis le Devoir et de temps à autre, l'actualité. Moi, j'ai trouvé votre colloque très, très intéressant parce que je suis relationniste de presse depuis 35 ans dans l'ancien temps, de l'ancienne façon de le faire. Mon frère était journaliste pour Wall Street Journal pendant 20 ans à Ottawa et Vancouver et ma fille travaille pour Radio-Canada à la télé. Alors, je suis un news junkie et j'ai trouvé ce que vous avez présenté aujourd'hui fortement intéressant parce que j'avais aucune idée de ces statistiques. J'avais quand même une idée. Et j'ai une suggestion pour vous, parce que je pense que vous, et je vais le dire en anglais, you're preaching to the converted. Il y a un parmi vous que j'ai vu au moins 2 fois sur le programme le plus favori de la semaine, que j'écoute depuis 10 ans. Peut-être je me trompe si j'étais en vacances, mais c'est seulement M. Taillefer. Et je parle de tout le monde en parle. Vous devriez prendre ces arguments que vous avez proposés ensemble en tant que concurrents
et journalistes et lancez ça si votre but est vraiment de protéger ça au Québec, parce que les problèmes que vous avez, c'est la même chose pour les anglophones, pour les journaux anglophones à travers le Canada, et il n'existe pas un programme comme tout le monde en parle. Alors, je vous lance. Michel, tu t'occupes des invitations? Et vous êtes là. Il est trop tard pour l'émission qu'on enregistre demain soir, mais écoutez-nous dans une semaine. C'est une belle proposition quand même, parce que si vous étiez les 4, et peut-être même Pierre-Carl Péladeau, il est d'accord avec vous? Imaginez 5. Par contre, ce dimanche, Homme on va blanc. avoir Gérald Filion, à tout le monde blanc. en parle. Ça, il ne faut pas le manquer. Non, mais c'est le message qui compte. Est-ce que vous seriez prêt à faire ça? Ben, tout à fait. L'idée est bonne. L'idée est excellente. L'idée est très bonne. Ça me changerait parce que moi, chaque fois, je vois tout le monde en parle pour parler de corruption puis de collusion. Je pourrais parler d'économie des médias un peu. Mais oui, non, il faut être plus présent. Mais, OK, mais je pense monsieur- qu'il va falloir rapidement, je pense que dans les prochains mois, on a un travail à faire tous ensemble pour que quand on va sortir, on arrive avec une position et une vision commune. On arrive aujourd'hui avec un plan commun et qu'on dise, regardez, voici vers où on pense qu'on doit aller. On est tous d'accord avec ça. Et faisons ça arriver, on va avoir énormément de poids, je pense. Et je pense que la population, on est très conscient, nous, de l'impact de toute la difficulté économique qui est liée au monde des médias. Je pense que la population a une relation d'amour avec l'information, une relation d'amour avec les produits culturels québécois ou canadiens et ne réalise pas à quel point tout ça est en danger présentement. Absolument. Et cet engagement, vous y adhérez, M. Crevier? Absolument. Parfait. Vous, monsieur? Je me présente, Jacques Primo. Je suis gérant de Guilla Lepage et coproducteur de Tout le monde en parle. Alors, je peux vous assurer que le message va se rendre. Il y a plusieurs des gens ici présents qui sont presque habitués de Tout le monde en parle. Mais je peux vous garantir une chose, c'est que je vais proposer, mais là aussi, il y a un mur de Chine. À Tout le monde en parle, c'est les recherchistes et les animateurs qui décident qu'est-ce qui va se passer. Et les gens qui connaissent bien Radio-Canada, comme Sylvain ou Michel, savent que ça ne vient pas d'en haut. Ça vient des recherchistes, ça vient de la discussion. Et c'est là que la boucane sort le mardi pour savoir qui a été reçu à Tout le monde en parle. Je peux vous dire que demain, par contre, on va sûrement parler de ce sujet-là parce que Mélanie Joly sera présente à l'enregistrement. Et il y a un paquet de créateurs qui, autour de la table, comme Denis Villeneuve, entre autres, qui ont sûrement des opinions. Mais je ne sais pas, il n'y a pas de texte décrit, mais ça va sûrement être extrêmement intéressant. Je veux terminer rapidement mon intervention. En fait, c'est une intervention sur la question de mobilisation. J'ai retenu énormément ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un débat qui traîne depuis un bon bout de temps. Là, je veux dire, et ça ne lève pas dans le grand public. Et le problème, il est là. Je veux dire, tu mets, je vais donner un exemple de Facebook, tu mets une photo de chat de Facebook de 150 likes, tu retranscris l'opinion de Pierre-Carl Péladeau dans Le Devoir, tu en as 3. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que ce débat-là est un débat fondamental. Vous l'avez dit, Alexandre l'a spécifié, je pense que le Québec aussi a une position particulière, non seulement au niveau médiatique, mais au niveau de l'ensemble de la culture au Québec, qui passe, bien sûr, par les médias, mais qui passe par toutes sortes d'outils, finalement, qui font que le Québec est ce qu'il est. Et c'est aussi 175 000 personnes qui travaillent là-dedans. C'est aussi important, sinon plus, que bien d'autres secteurs où on accorde des centaines de millions de subventions. C'est certainement plus important qu'une cimenterie, ça c'est sûr. Cela dit, en terminant, je vous invite... Je vais donner un exemple qui s'est fait ailleurs. Je suis président du quartier des spectacles. Pendant 1 an, on a essayé de convaincre les joueurs de mettre leurs données ensemble pour qu'on puisse faire un grand travail de data là-dedans. Ça a marché. Il y a une firme qui s'appelle EMIA qui a contribué. On n'aurait jamais eu les moyens de traiter ces données-là. Et l'ensemble des joueurs du quartier des spectacles ont eu des données auxquelles ils n'avaient jamais eu accès. D'où vient leur public, quel âge qu'ils ont, de quel quartier à Montréal ils viennent, ils mangent-tu dans le quartier des spectacles, ils stationnent-tu ou ils viennent en métro. Bref, c'est un succès total.
vous avez lancé l'idée de vous unir ensemble pour traiter du data. Ça, c'est une piste extrêmement intéressante, ça, c'est sûr. Deuxièmement, je pense que, oui, il faut trouver de l'argent, des taxes. Il faudrait qu'il y ait une espèce de fondation qui met de l'argent pour trouver c'est quoi la solution pour que l'argent qui s'en va à San Francisco, on en rattrape un peu pour nous autres. C'est ça, à mon avis, l'objectif. Et en terminant, de voir le ministre de la Culture du Québec, de voir le maire de Montréal qui dit « faut taxer Netflix », je pense qu'il y a eu un énorme chemin qui a été franchi dans les derniers mois. Et moi, je suis très optimiste pour les prochains mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Primo. On va terminer peut-être avec un dernier commentaire et ensuite Éric Trottier pour clôturer. Mais vous, monsieur? Oui, bonjour. Marc Drouin, récemment arrivé tout jeune publicitaire au Devoir. J'écoute différentes remarques qui ont été dites et il y a une chose qui me revient. Ça fait à peu près 25 ans que je travaille dans le milieu de la publicité et c'est micro et macro. On a les ventes publicitaires hyper locales, puis ça c'est un mot qu'on a utilisé assez régulièrement. On a ce qu'on appelle les ventes nationales, où est-ce qu'on trouve la plus grosse partie de l'argent qui maintenant se découle principalement sur Facebook et Google. Sur cette réflexion-là, mettons des 10-15 dernières années, on a vu des mouvements dans les médias. Dans mon ancien travail, je devais lancer sur 250 journaux un pitch chacun pour chaque journal. Jusqu'au moment donné où est-ce qu'on a eu la possibilité de représenter 200 journaux ensemble, une offre, bang. Ce qui revient un petit peu à dire ce que M. Crevier a dit tout à l'heure. Une offre, une facture, ça fonctionne. Au niveau publicitaire national, le Québec doit faire affaire avec des agences qui deviennent de plus en plus nationales et internationales, d'où vient de notre position d'avoir un footprint nord-américain et non pas seulement québécois. En plus du fait que notre force, elle est québécoise, donc on a déjà cette distinction-là qui est assez importante. Mais pour certains groupes américains, on met quand même une petite goutte dans l'eau. Alors, le fait d'avoir une alliance quelconque qui est bien montée stratégiquement peut faire un effet assez fort pour contrer le côté américain. Merci beaucoup. Merci bien. Et merci à vous 5 d'avoir pris l'engagement ce soir de vous rassembler pour la suite des choses. Une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît, pour nos invités ce soir. Que vous pourrez voir à Tout le monde en parle dans une semaine, si je ne me trompe pas, engagement. Je laisse la parole à M. Trottier, éditeur adjoint de la presse. Et membre du conseil de la Fondation pour le journalisme canadien. Quelle belle soirée, quel beau panel, n'est-ce pas? On a appris plein de choses ce soir, outre le fait, Gérald, que ton patron veut te voir à 8 heures demain matin. D'abord, Guy nous a rappelé à quel point le journalisme d'enquête est important, à quel point c'est les grandes salles d'information qui sont responsables des enquêtes, des grandes enquêtes. Il n'y aurait pas eu de scandale, des commandites, pas de commission Charbonneau sans l'enquête. Alexandre Taillefer nous a expliqué que c'est pas un problème d'audience. C'est important, je pense, de sortir d'ici en se rappelant ça. Par exemple, à la presse, on n'a jamais eu autant de lecteurs dans toute notre histoire qu'en ce moment avec la Presse Plus. Et je sais que c'est pas un problème d'audience d'une manière générale chez nos autres concurrents. Je pense que l'idée la plus intéressante, moi, que je retiens, mis à part le fait que M. Primo pourrait peut-être être embauché comme porte-parole du groupe des médias, c'est peut-être l'appel à l'unisson qui a été lancé par tout le monde. Il y a clairement une volonté ici qu'on s'unisse et on ne l'a peut-être pas assez fait dans le passé, on ne l'a peut-être pas assez fait dans la dernière année. Je pense que la solution passe peut-être par cette unité-là. Au-delà de ça, donc, la crise des médias, c'est une situation complexe. Évidemment, vous avez deviné qu'il y avait également des enjeux fondamentaux pour notre société démocratique. Les solutions ne sont pas évidentes.
Québec a ses intérêts, Ottawa a ses intérêts, nous avons les nôtres et le public également, les annonceurs. Ce qu'il faut retenir peut-être, c'est qu'il va falloir agir rapidement parce qu'il y a des joueurs qui vont finir par tomber au combat. Il y a déjà des journaux qui sont morts au pays, des postes de radio, des chaînes de radio également, et il pourrait y en avoir d'autres. Je pense aussi, avant d'aller au remerciement, qu'on peut admettre que les dirigeants des principaux médias sont passionnés et veulent trouver des solutions. On en a eu un bel exemple ce soir. Alors vraiment, je vous remercie pour le débat relevé, votre générosité, messieurs, dames, et également Colette, je t'inclus dans ce beau groupe. Merci également Gérald. Ça a été mené de main de maître de ta part. Et je me dois également de remercier nos commanditaires sans qui il n'y aurait pas eu, je pense qu'ils sont affichés à l'arrière, et sans qui il n'y aurait pas eu cette soirée. Puis j'en profite pour lever mon chapeau à Nathalie Turvey, la directrice de la Fondation pour le journalisme canadien, qui se donne corps et âme à travers le pays pour convaincre des gens de faire des réflexions comme vous avez fait, de conscientiser les gens pour qu'on se batte tous ensemble pour le journalisme véritable. Et puis, je m'en voudrais de ne pas remercier le public également qui est venu ici. Je pense que vous êtes tout aussi passionnés que les gens qui étaient sur la scène et ça enrichit le débat certainement. Alors voilà, sur ce, on va se souhaiter tous que notre ministre du Patrimoine demain soit aussi sensibilisé que vous l'étiez ce soir à la situation de la crise dans les médias. Merci beaucoup.